Bonjour Philippe. Bonjour. Alors Philippe, je le disais, donc on va parler économie avec toi. On peut se tutoyer, hein, on se connaît de par nos vies dissolues sur les plateaux télé et radio. Tu t'occupes de sujets économiques. Tu es éconoclaste, rédacteur en chef de la Bourse au quotidien et plein d'autres choses, entre autres essayiste également. Et je voulais parler avec toi de l'état des finances du pays, puisque quand même, on en parle beaucoup, 3 000 milliards d'euros de dettes, des économies recherchées par Bruno Le Maire, parce que finalement, la doxa financière revient après les années Covid, hein, qu'on peut appeler les années heureuses, hein, les années fastes, où on pouvait s'endetter comme on voulait, ça devient plus compliqué. Et puis voir un peu où va la France dans cette perspective inquiétante au-delà de l'économie, hein, géopolitique. Voilà. Donc si tu as des remarques d'introduction à faire, notamment sur les dernières annonces de Bruno Le Maire, par exemple. Alors, en ce qui concerne la question où va la France, je n'ai malheureusement pas de réponse. Par contre, je peux te dire, je peux te préciser que beaucoup de Français, eux, par contre, quittent la France. Voilà, Ouais. donc ça, peut-être parce que justement, ils se posent des questions sur notre trajectoire. Mhm. Maintenant, l'endettement, bon, chaque année, on bat de nouveaux records, hein. L'endettement de la France a été augmenté de 50% en fait depuis 2017 Mhm. et à une ou deux dégradations de notre dette près. Sur les marchés obligataires, je rassure tous ceux qui nous suivent, il ne se passe pas grand-chose. Ouais. Il y a un écart de rendement qui est historique entre le Bund allemand et nos OAT, hein, c'est-à-dire les titres de dette qu'on émet chaque mois, ou tout même chaque lundi, évidemment, puisque France Trésor procède à ses adjudications le lundi. Et l'écart de rendement, finalement, est assez constant, entre 50, Mhm. 60 points hein, depuis une décennie. Oh, oups, que dis-je? Non, non. Actuellement, avec notre dette stratosphérique, le spread avec le Bund n'est plus que de 47 points et demi à 48. Donc je dirais que du point de vue des marchés, nous bénéficions d'une confiance totale et c'est normal puisque Bruno Le Maire n'arrête pas de distiller des petites phrases ou des petits ballons d'essai comme quoi il a encore des idées pour nous piquer notre pognon. Ouais. Or, le créancier, tout ce qui compte pour lui, c'est la capacité du ministre de l'économie à Ouais. piquer le pognon aux contribuables pour payer les intérêts de la dette. Le reste ne les intéresse pas. Je dirais, Bruno Le Maire pourrait danser en tutu sur le perron de l'Élysée. À partir du moment où la dette est payée et que l'État collecte l'impôt, il n'y a aucun souci. Qui sont les créanciers? Qui détient la dette française? Des fonds souverains, essentiellement quand même. On va commencer par nos banquiers et nos assureurs. C'est surtout les assureurs français ou étrangers, mais enfin essentiellement français qui détiennent la Mhm. dette. Et puis ensuite, qui détient la dette? Quelqu'un qui est souvent invité à l'Élysée, qui s'appelle Larry Fink, tout simplement, hein, Ouais. le PDG de BlackRock. Donc, je dirais que c'est le principal détenteur privé de la dette française. Je pourrais dire qu'il est également un des principaux détenteurs de dettes germaniques, italiennes. Oui, Mais ils ont beaucoup de dettes. je n'ai pas de souvenir que M. Olaf Scholz invite le PDG de BlackRock ou à Berlin pour discuter du futur de la retraite des Français, par exemple. Non, ça c'est juste le cas d'Emmanuel Macron. Et puis c'était le plan Cirelli aussi, hein, qui avait été gratouillé par l'actuel président de BlackRock Europe, qui était passé par tous les cabinets ministériels, etc. Et Édouard Philippe devait mettre ça en œuvre, hein. D'ailleurs, c'était Oui, pour préciser que M. Cirilli, c'est le président de BlackRock France. Voilà. France et Europe, hein. Et il Voilà. a aussi le chapeau européen. Alors, au-delà donc tout va bien pour la France. Le CAC 40 touche des sommets historiques. La dette française se vend extrêmement bien. Qu'est-ce qui pourrait mal se passer?
Bah là, on finit par se le demander. Alors bon, ce qui pourrait très mal se passer, c'est que d'un seul coup, il y a un Kinzhal qui tombe sur Bercy. Alors Bercy détruit, qui collecterait l'impôt? Non, mais non, actuellement, il n'y a pas d'inquiétude réelle, parce que finalement, bah, la France est moins en récession que l'Allemagne, par exemple. Ouais. Ou moins en récession que l'Espagne, etc. Donc, comme les dettes, enfin, quand on se met dans la peau d'un BlackRock, acheter des dettes, on participe à un concours de laideur. Donc, quelle est la pire dette au monde? Pour l'instant, c'est pas la dette française. Voilà. Donc, on peut encore faire plein de bêtises. Ça passe pour l'instant. Et est-ce qu'il y a un risque pour l'euro, puisqu'on voit quand même qu'une certaine doxa budgétaire revient, le coût des 3% qui avait été mis en pause pendant la période Covid. Là, les économies, c'est pour rassurer les agences de notation, rassurer les marchés. Les 10 milliards d'économies annoncées par Bruno Le Maire, qui sont en réalité 22 milliards, qui s'ajoutent aux milliards d'avant. Ça fait 0,6 points de PIB quand même. Hein. C'est ça, voilà, 0,6 points de PIB à aller chercher. Est-ce qu'il y a quand même à un moment un risque pour la monnaie européenne, l'euro, de voir des pays dévisser, comme ça a été le cas de la Grèce il y a de ça quelques années? En fait, l'euro, j'apprends rien à personne. C'est une devise complètement dysfonctionnelle depuis sa création. Ça fait donc 25 ans maintenant, puisque en fait, si l'euro a été dans le porte-monnaie des Français à l'an 2000, pour les marchés, voilà, ce que je commente au quotidien, c'est depuis 1999, donc 25 ans où on sait que ça va pas, mais ça tient, comme on dit, avec des rustines. Voilà. Alors ça tient jusqu'au moment où ça ne tient plus. Alors après ça, la question est de savoir qu'est-ce qui va arriver à l'euro. Est-ce que ça va être le scénario livre turc? Si vous regardez sur un graphique, la livre turque, sur les 6 derniers mois, elle perd 0,3 à 0,4% par jour face à l'euro et face au dollar. Donc on pourrait avoir un lent dégonflement de l'euro, ou on peut avoir un coup de tabac, type crise grecque 2010, où l'euro perd 7-8% en peu de temps. En fait, le vrai danger, il est là. C'est pas que l'euro perde ou se dégonfle comme la livre turque, parce que ça doperait quelque part nos exportations. Alors, évidemment, pour ceux qui voudraient aller s'installer à l'étranger, l'euro aurait perdu de son pouvoir d'achat. Et ça serait pas une mauvaise opération commerciale. D'ailleurs, la Turquie va très bien. Or, les Turcs, évidemment, ils sont rincés, mais la Turquie, l'économie turque carbure plutôt pas mal. Non, le problème pour les marchés, c'est la volatilité. C'est-à-dire que d'un seul coup, il y a des mouvements de change terribles. Et là, il peut y avoir des pertes, il peut y avoir des tas de choses désagréables. Mais pour l'instant, on ne voit pas ça se dessiner. Et je me dis que si jamais le scénario, c'était un peu un scénario à la turque, ça laisserait le temps à la Banque Centrale Européenne, à Augustin Carstens, qui est le patron de la BRI, le banquier central des banquiers centraux, pour dire, bon, les gars, on est quand même prêts là, pour la monnaie numérique. On a testé, ça marche, je peux vous dire. Ça a été testé. En tout cas, la Banque de France, elle est certainement, peut-être même en avance sur pas mal de banques centrales européennes. Donc, si ça laisse le temps de mettre en place la monnaie numérique, à partir du moment où ça existe, il n'y a plus de soucis d'aucune nature, parce que avec la monnaie numérique, on peut interdire évidemment de tout convertir en dollars, en francs suisses, en dollars singapouriens, tout ce que vous voulez. Et en plus de ça, on peut même aller prélever directement à la source ce qu'il faudrait, justement pour rassurer les créanciers. Tiens, il y a de l'épargne qui dort, nous dit Monsieur le maire. Oui, on va en parler. Voilà, on va en parler. Alors, je te laisse. Avant ça, je voulais te montrer, ça c'est la une de Var Matin quand même. Donc on est sur aujourd'hui, presse régionale. Espèces en voie de disparition, de moins en moins de distributeurs automatiques, de billets, des nouvelles habitudes numériques. L'argent liquide ne fait plus recette. Donc ça fait partie de la petite musique qui est en train de nous vendre gentiment la monnaie numérique et l'euro numérique en particulier. Quels sont les... Il y a quand même des intérêts
particulier pour les consommateurs, pour les citoyens, à la monnaie numérique, ou est-ce que c'est uniquement pour les marchés qu'il y a des points positifs? Non. C'est positif à tous les niveaux du point de vue du banquier central, parce qu'évidemment, monnaie numérique, paiement numérique, dit contrôle total, Ouais. sur ce que l'on dépense, mais c'est surtout le caractère programmable d'une monnaie numérique qui est intéressant. Enfin, c'est quelque chose, évidemment, qui nous renvoie peut-être 40, 50 ans en arrière. Vous savez, quand on touchait son salaire, on allait chercher l'argent au guichet de la banque, et puis ensuite, eh bien, la ménagère, la maîtresse de maison, mettait des sous dans différentes enveloppes. Il y avait le loyer, il y avait renouveler le trousseau des enfants à la rentrée, etc. Vous voyez, on faisait comme ça son petit budget. Bah là, avec une monnaie numérique, la Banque centrale pourra profiler chacun de ses clients, entre guillemets, et dire, bon, bah, eux, ils ont 2 000 euros de loyer par mois, voilà, très bien, ils dépensent tant pour l'alimentation. Mais qu'est-ce qu'ils font là? Ils ont encore pris un billet d'avion, mais ils s'en foutent. Ils ont pris un abonnement Netflix. Incroyable. Ils ont pris un abonnement Netflix au lieu de manger de la viande cellulaire. C'est dingue. Ouais. Ils ont déjà fait un vol il y a 5 ans. Ils recommencent. Il faut interdire ça. Non, mais ce dont je parle, c'est la transparence. Là... En fait, c'est la transparence pour les gueux, disons-le rapidement, et une sorte de possibilité de porte ouverte au crédit social. Ben oui, alors ce dont on parle, c'est pas du fantasme, c'est pas de la science-fiction, parce que c'est déjà ce qui existe en Chine. En Chine, vous perdez votre crédit social, votre épargne est totalement numérisée, et avec une perte de crédit social, vous ne pouvez plus acheter, selon la gravité des erreurs commises, vous ne pouvez plus acheter de billets d'avion, de billets de TGV, de billets de bus. Et à un moment, vous ne pouvez même plus acheter d'essence. On peut vous dire, tiens, par exemple, comme vous êtes au chômage, pourquoi auriez-vous besoin de faire 2 pleins par mois? Ouais. Donc, donc, ça existe déjà. Donc, voilà ce qui nous pend au nez. Mais est-ce qu'on va réfléchir, est-ce qu'on va réagir ou se laisser à nouveau... Oui, mais réagir comment? Enfin, c'est toujours la même question. C'est-à-dire que face à ce qui se met en place, quelle est la capacité, en fait, de dire non, de refuser, en fait, ce qui nous est imposé, d'une certaine façon, politiquement? Enfin, comment dire non? Enfin, comment on réagit chacun? Si demain, il n'y a plus de distributeurs de billets, il n'y a plus d'espèces, comment on fait? Alors, les distributeurs de billets, effectivement, ils disparaissent. Bon, pour une raison pratique, c'est que chaque banquier fait appel à un centre fort et à une compagnie qui délivre les billets physiques dans les DAB. Et ça n'a pas de sens, si vous voulez, d'avoir la BNP qui se fait livrer le matin par Loomis, la Société Générale qui est sur le trottoir d'en face qui se fait livrer l'après-midi par Brinks, etc. Il faut rationaliser tout ça. Donc, les banquiers vont s'entendre pour qu'il n'y ait plus qu'un distributeur dans un périmètre. Parce qu'effectivement, ça coûtait quand même très très cher de faire venir les billets par divers prestataires. Donc ça, on peut le comprendre. Par contre, ce qui est beaucoup moins compréhensible, peut-être moins pardonnable, c'est une banque très traditionnelle dans laquelle beaucoup de Français ont un compte. Je ne vais pas citer cette banque. Disons que simplement les dirigeants paraissent un peu timbrés. Où il faut justifier, par exemple, ce qu'on va faire de l'argent si on retire 1500, si on demande 1500 euros, si on retire 1500 euros. Donc, effectivement, c'est évident que tous les clients de cette banque timbrée sont des trafiquants de drogue, commandent des armes sur Internet, voire pourquoi pas des kalachnikovs ou des mines antipersonnelles. Oui, donc c'est assez terrible. Mais donc très, très peu de moyens de refus, en fait. C'est les banques qui s'organisent, les banquiers centraux qui s'organisent également. Pour ce qui est du citoyen, à part créer des monnaies locales ou une sorte de système parallèle, il n'y aura pas de solution, en fait, pour sortir de la monnaie numérique qui arrive.
Ah bah, il suffit de regarder ce qui se passe en Chine. C'est le Ouais. piège absolu. Alors après ça, évidemment, en Chine, vous avez la Chine urbaine et vous avez la Chine rurale. C'est beaucoup plus facile pour les ruraux que pour les urbains. Quand vous êtes urbain et que vous êtes privé quand vous n'avez plus de crédit social, vous ne pouvez plus prendre le métro, plus prendre les transports en commun, vous êtes vraiment très très mal. Bah, dans les campagnes, ils sont déjà habitués à pas avoir beaucoup de sous. Il y a la solidarité, il y a le troc, etc. Mais bon, revenir à une économie de troc, quelque part, c'est revenir à l'âge de bronze, hein, quand même. Ouais, ouais. Mais là, mais peut-être que c'est l'avenir. S'il y a un énorme blackout, si on se retrouve devant aucun autre choix que celui-là, on verra. Qu'est-ce qu'il faut penser aussi de ces différentes prises de parole ces derniers jours sur la volonté, c'est Bruno Le Maire qui le disait, d'aller chercher l'épargne des Européens pour lancer des investissements européens dans le domaine de la défense, mais aussi de la recherche. Raphaël Glucksmann, candidat du PS aussi, qui disait, mais oui, bien sûr, il faut aller chercher... Il est candidat du quoi, Raphaël Glucksmann? Bah oui, aux élections européennes. PS. Vous savez, ouais, bah, C'est une blague. j'en parlais dans la revue de presse. Ah bon. François Hollande pourrait revenir parce qu'il est de nouveau populaire, selon son ancien conseiller à la communication, Gaspard Ganzer. C'est un monde à part. Hein. Ça existe dans des médias où ils invitent ces gens-là. Et puis, vous avez Manuel Valls, par exemple, qui est invité sur les plateaux. Enfin, vous connaissez Je Manuel vous Valls? recommande, je vous recommande le petit passage ou l'échange entre Monsieur Valls et Gaspard Proust sur Europe 1. Ah, ça doit... Ok. J'irai voir ça. En tout cas, non, plus sérieusement, sur ces annonces d'aller chercher les économies des Européens pour lancer des investissements, qu'est-ce qu'il faut entendre? Est-ce qu'ils peuvent le faire? Est-ce qu'ils vont créer des produits financiers ou est-ce qu'ils peuvent nous faire les poches? Parce que visiblement, c'est leur métier. J'ai entendu Bruno Le Maire dire qu'il voulait aller récupérer de l'argent qui dort, et mon épargne lui dit qu'il vienne me chercher. Non, mais Bruno Le Maire, il a dit un truc. Ça concerne pas que l'argent qui dort en France, c'est même européen, vous voyez. Oui, c'est ça. Ouais. Vous voyez, on a Macron, on a notre président qui se veut l'empereur européen et le chef de file de la défense européenne. Et ben, il y a Bruno Le Maire, son héros, son Galahad, qui, pour que notre président puisse mener sa guerre sainte contre la Russie, va s'arranger pour trouver les ressources, non seulement dans la poche des Français, mais des Allemands, des Néerlandais, alors pas des Luxembourgeois, parce qu'eux, ils vont pas être d'accord. Ouais. Voilà, non mais c'est dingue. Et des Russes aussi, puisqu'il est question d'aller chercher les avoirs de la banque russe. Hein, ça a été, l'idée a été lancée aussi, mais visiblement, ça se discute au G7. Elle a quasiment 2 ans, l'idée, en fait. Ouais, en disant, voilà, 300 milliards d'assets russes qui sont gelés actuellement et sur lesquels Européens et Américains aimeraient mettre la main, mais visiblement, c'est compliqué. C'est compliqué d'un point de vue légal. Alors, en fait, sur les 300 milliards, là, puisqu'on parle de l'Europe et des initiatives à notre niveau, il y a 200 milliards d'actifs de la Banque centrale russe qui sont dans le système, dans les organismes de clearing européens. Donc, c'est de l'argent qui est actuellement, si j'ose dire physiquement, en Belgique et au Luxembourg principalement. Donc pour l'instant, ce sur quoi on est d'accord, c'est pour piquer le produit, hein, le rendement des 300 milliards ou des 200 milliards, 220 milliards, sur lesquels on a vraiment que l'argent ne dorme pas. Oui, d'accord, que voilà. ça ne rentre pas. Toujours pareil, le fameux argent qui dort. Ouais. Alors, quand tu as piqué les 300 milliards, bah là, si on veut que toutes les banques centrales de la planète retirent tous leurs avoirs d'Europe, c'est exactement ce qu'il faut faire. Parce qu'on va commencer par piquer l'argent de la Banque centrale russe, et puis après ça, pourquoi pas piquer l'argent de la Banque centrale chinoise, parce que finalement, la Chine fournit des composants dont la Russie se sert pour fabriquer des armes, et puis ensuite, pourquoi pas l'Inde, qui raffine le pétrole russe, qui nous permet d'avoir du diesel, quand même. Et puis après ça, de proche en proche,
tous les pays complices de la Russie, on pourra dire, bon, bah, vous êtes à l'amende. Alors, on va commencer par vous piquer, oui, peut-être juste les revenus de votre épargne, et puis après ça, on prendra le reste si vous n'êtes pas gentil. Bon, ça, c'est une ligne rouge. C'est une ligne rouge, oui, qui peut pas être franchie. C'est la ligne rouge, mais là, on se prendrait vraiment les pieds dans la ligne rouge et on s'étalerait de tout notre long parce que tout le monde fuirait la zone euro. On n'est pas à un étalage près. On parlait justement de Bruno Le Maire. C'était l'homme qui annonçait mettre l'économie russe à genoux. Où en est l'économie russe aujourd'hui ? Ah ben, cette année, ça va être lamentable. L'économie russe, elle ne va faire que 2,5% de croissance, alors que l'année dernière, ils étaient à 3,6%. Il y a un petit peu, vous croirez les États-Unis, ils étaient à 5, ils vont tomber à 1,5. Donc la Russie s'effondre comme les États-Unis. Alors bon, comme la Russie, au bout de 2 ans, ils n'ont toujours pas compris comment se mettre à genoux, eh bien Bruno Le Maire leur montre. Avec la France, oui, là on est mieux. On a valeur d'exemple. On montre aux Russes comment être à genoux avec plus de croissance et de la récession, des déficits abyssaux, un marché du travail dysfonctionnel, un pays complètement fonctionnalisé et qui ne fonctionne plus de ce fait. Donc oui, effectivement, Bruno Le Maire montre à la Russie comment se mettre à genoux. Je ne sais pas pourquoi les Russes ne nous imitent pas. D'ailleurs, il y avait... on fait tout ce qu'on peut. Il y avait une malhonnêteté incroyable dans la façon dont le budget a été fait sur des projections à 1,4 alors que la Banque de France expliquait que ce serait 0,9. Budget qui est passé à coût de 49,3. On a l'impression que tout ça, c'est ce que tu disais du cinéma, c'est-à-dire Bruno Le Maire met des tutus sans les mettre, mais il raconte à peu près n'importe quoi et son rôle c'est de collecter l'impôt, d'aller faire les poches des Français un maximum, de rogner tous les services publics pour s'assurer que la capacité d'endettement de la France reste la même. Oui, c'est assez bien résumé. Alors effectivement, le budget qui n'a pas été discuté, puisqu'il a été passé non pas à coup de 49,3 mais à coup de rafale de 49,3. On savait dès le départ que les hypothèses étaient erronées. Ouais. Mais bon, comme erroné, la façon, c'est beau, ça, c'est erroné. Comme la façon de faire adopter le budget était également erronée, on pouvait faire de l'erroné à tous les niveaux. Voilà. Ouais, donc aujourd'hui, on s'aperçoit qu'il va falloir rogner de 0,6% une croissance qui était déjà nulle. Et je pense qu'on ne tardera pas d'ici le mois de mai à se rendre compte qu'on est encore très très loin du compte et qu'il va falloir faire encore plus d'économies. Donc là, les pistes qui sont évoquées, c'est effectivement réduire le montant et la durée d'indemnisation du chômage. Oui. Et là, je précise pour ceux à qui ça aurait échappé, à part quelques régimes où l'État est directement celui qui indemnise la personne qui se retrouve sans emploi, pour le reste, les caisses, les caisses de chômage, c'est alimenté par le salarié. C'est pas un impôt. Non. C'est une cotisation. C'est comme quand vous versez de l'argent à une complémentaire retraite ou tout ce que vous voulez, vous le versez à une caisse. C'est votre argent qui est versé dans un organisme, dans un compte qui est séparé de celui de l'État. Et l'État a tendance à considérer maintenant que finalement, comme il a fait un mariage très heureux avec les Français, eh bien, c'est la communauté de biens. Et finalement, tous les comptes détenus par les épargnants deviennent des comptes joints avec l'État. Or, techniquement, ce n'est absolument pas le cas. Ça s'appelle un braquage. Ça s'appelle un braquage. Ah ouais, un braquage. Mais là, c'est plutôt des bras cassés, là, à qui on a affaire. Je suis désolé. Donc, c'est très important, ce point de droit, c'est que l'État, dans son discours et dans son attitude, il fait comme si cet argent lui appartenait. Non, c'est de l'argent qui est cantonné. Alors, soit on a une forme de gestion paritaire, mais la cogestion ne signifie pas la copropriété. Donc, l'État ne peut pas se servir. Mais si jamais il décide de le faire à coup de 49,3 ou par décret du président-roi, si les gens ne réagissent pas, effectivement, tout est possible. Et en fait, c'est ce que tu disais.
en fait, tout est possible parce que les gens ne réagissent pas. Bah oui. Si les gens réagissaient comme il y a 20 ans, à l'époque, quand la CGT pouvait mettre le pays à l'arrêt, le gouvernement annonçait une minuscule érosion des avantages sociaux de telle ou telle corporation, et c'était immédiatement une réaction. Blocage. Ouais. Voilà. Donc déjà dans la presse, il y avait une presse pluraliste. Donc déjà, vous aviez des éditoriaux où vous compreniez que ça allait chauffer. Et puis si, après les éditoriaux incendiaires, vous persistiez à vouloir rogner les avantages des uns et des autres, le pays était à l'arrêt. Là, aujourd'hui, vous pouvez éborgner, mettre des gens dans un apartheid sanitaire, les priver de leur emploi et ne pas leur rendre. Hein, la France a quand même été le dernier pays au monde à ne pas réintégrer les soignants, les pompiers, etc. Enfin, voilà. Donc, face à des gens qui ne réagissent pas, on peut tout faire et surtout, on peut tout dire puisque tout passe. Ouais. Mais tu mets le doigt là où ça fait mal, c'est-à-dire sur la pluralité des médias, sur le fait qu'aujourd'hui, on voit d'ailleurs la façon dont Emmanuel Macron n'est pas maltraité par les médias. J'en parlais ce matin parce que Dominique de Villepin était l'invité d'Apolline de Malherbe sur RMC, et elle a été très méchante avec lui en disant « Mais alors le Qatar, alors vous êtes bien payé par le Qatar, alors vous êtes bien un agent de l'étranger, alors quand même Dominique de Villepin ». Et c'est le seul à avoir ce traitement-là finalement, où d'un seul coup, tiens, le journaliste se réveille et pose des questions un peu dérangeantes, mais jamais Nicolas Sarkozy n'a eu ces questions-là, alors que bon, ses liens avec le Qatar ne sont plus approuvés. Jamais Emmanuel Macron n'a eu ces questions-là sur où est passé l'argent de la banque Rothschild. Jamais BHL n'a eu ces questions-là non plus. Enfin bref, on a vraiment là une presse aux ordres, une presse de cour, hein, c'est comme ça que je l'appelle, parce qu'il n'y a pas d'autre. C'est une presse nord-coréenne, ouais. Et nous, alors c'est pour ça, encore une fois, je prêche pour ma paroisse, hein, mais si vous pouvez aider les médias indépendants, si vous pouvez le faire, soit en vous abonnant, en suivant notre chaîne YouTube, ou sur patreon.com/le monde moderne, ou ici sur YouTube, vous pouvez devenir membre de la chaîne également. Faites-le parce que c'est important et parce qu'on a un rôle à jouer, je pense, dans sauver ce qui reste encore de débats contradictoires et démocratiques dans un truc qui est en train de sombrer, mais à vitesse ultra rapide. Et cette presse-là évite justement de voir les vrais sujets, c'est-à-dire que quand Bruno Le Maire fait ses prédictions sur des bases erronées, personne ne parle de mensonges. Alors que c'est un mensonge. Et non, lui le sait. C'est ce qu'on appelle une hypothèse peut-être optimiste. Voilà. Ouais. Là, effectivement, les questions qui ont été posées à Dominique de Villepin ce matin, évidemment, il est passé devant le procureur Torquemada de Malherbe. Ce qui sera intéressant, c'est que demain, elle invite Rachida Dati. Oui. Bah oui. Qui n'a aucun lien avec le Qatar, comme tout le monde le sait. Mais non, aucun. Donc... Voilà. Donc ça, c'est merveilleux. Bon, non, effectivement, les plateaux télé, et notamment, je suis désolé, je vais quand même citer un nom, je vais faire un peu de bashing. Enfin, bon, tout ce qui est dans la galaxie, c'est à vous, c'est dans l'air, etc., c'est quelque chose qui n'existait qu'en Union soviétique ou au Chili ou en Argentine dans les années 70-80. C'est extraordinaire. Et quand vous avez un opposant qu'on est bien obligé d'inviter pour cause de pluralité, le plateau, c'est un traquenard. Vous avez affaire à des cerbères qui sont là pour vous déchiqueter. Hein, l'invité est à peine posé sur sa chaise. Il dit bonsoir à tous, heureux d'être parmi vous. Et immédiatement, je ne peux pas vous laisser dire ça, on connaît vos positions, évidemment vous n'êtes pas heureux d'être parmi nous. Enfin... On connaît. Toute la galaxie, c'est dans l'air, etc. C'est Xavier Niel, une boîte de production où Xavier Niel a départ. Il y a bien sûr l'Arcom qui va remettre en jeu les fréquences TNT avec CNews qui est dans le viseur et Xavier Niel qui aimerait bien aussi s'acheter une chaîne télé puisqu'il n'a pas ça. Ça s'appelle les médias oligarchiques. C'est une réalité qui dit des jeux de pouvoir. Je parlais hier de Paris Match. Paris Match, c'est finalement Bernard Arnault qui l'emporte face
face à Vincent Bolloré. Enfin, c'est un gentleman agreement en réalité pour sauver l'héritier Lagardère d'une déroute assurée. Donc, on est quand même très loin d'une pluralité médiatique et même de médias d'opinion qui sont nécessaires, je pense, à la vie démocratique pour comprendre ce qui est en jeu. Ouais, particulièrement... là, non, mais parce que je vois aussi l'agenda de censure qui avance à grands pas sur l'ingérence russe, notamment. Hein. On voit que, ça y est, les européennes arrivent, les élections européennes vont être une catastrophe pour le parti d'Emmanuel Macron, donc il faut trouver un bouc émissaire, hein, comme ça a toujours été le cas, et c'est évidemment les Russes et le parti des Russes. Et là, clairement, sachant que le Rassemblement national va faire un score, c'est eux qui prennent tout, en étant le caniche de Poutine, hein, quand on écoute les uns et les autres. C'est d'ailleurs Thierry Breton, commissaire européen, hein, qui a osé dire ça à la tribune du Parlement européen à une élue Rassemblement national. On est où, là, en fait ? Ouais, oui, on est 35 ans après avoir vaincu l'Empire soviétique. On est devenu exactement ce qu'était l'Empire soviétique à la fin des années 80. On est en pleine déliquescence économique. C'est comme ça d'ailleurs que l'Empire soviétique est tombé. C'était une déliquescence économique. Et au niveau pluralité de la presse, effectivement, c'était quelque chose de très très voisin de ce qu'on connaît aujourd'hui. Donc oui, à l'époque, les oligarques n'étaient pas des entrepreneurs milliardaires. C'était pas des entrepreneurs puisque c'était en fait les proches du pouvoir, mais c'était quand même une oligarchie. Et je pense que le terme qui s'applique aujourd'hui un petit peu au fonctionnement de notre État, c'est plutôt une plutocratie. Voilà. Donc il n'y a pas de pluralité médiatique. Et quand on voit le profil des gens qui sont invités en plateau, la pluralité, c'est je suis de gauche, mais favorable à Macron, donc ça c'est Glucksmann, favorable à Macron, favorable à la guerre, enfin celle-là, au coup d'État contre Kadhafi, la guerre contre ou pour éliminer Saddam et ses armes de destruction massive, 99 pour demander à la Serbie de se séparer du Kosovo, alors que les deux pays, à l'époque, n'en formaient qu'un. Et en fait, la Serbie ne bombardait pas le Kosovo, contrairement à l'Ukraine de l'après-Maïdan sur le Donbass. Enfin, ce qui est extraordinaire, c'est que vous avez les mêmes gens qui vous expliquaient qu'il fallait séparer le Kosovo de la Serbie, alors que ça fonctionnait bien, et qui, aujourd'hui, évidemment, veulent réunifier le Donbass et le reste de l'Ukraine, alors que le mot d'ordre à l'ouest, c'est il faut dérussifier la partie est. C'est extraordinaire. Tout est renversé. Tout est renversé. L'Occident, qui était la zone du monde où on avait la liberté d'expression, où on avait des médias pluralistes, une fois que l'adversaire a disparu, c'est curieux, curieusement, on s'est mis à lui ressembler. Et aujourd'hui, comme on est en pleine déliquescence économique, on se dit quand même qu'à un moment, finalement, est-ce qu'une bonne guerre serait pas la solution ? Parce que en cas de guerre, évidemment, on peut non seulement mobiliser les bons hommes, mais on peut aussi mobiliser l'épargne. Et en ce qui concerne la mobilisation, je vous rappelle qu'au mois de juillet, mais je suis plus trop sûr de moi, la loi 2023, de programmation militaire, absolument. Voilà, la loi de programmation militaire autorise de faire appel, par exemple, à la capacité industrielle d'une usine, ou du groupe qui la détient, mais également mobiliser les personnes, mais mobiliser l'épargne nécessaire. J'ai l'article, c'est la loi du 1er août 2023 pour la programmation militaire des années 2024 à 2030 et quelques. C'est l'article 22.12.1. En cas de menace actuelle ou prévisible pesant sur les activités essentielles à la vie de la nation, à la protection de la population, à l'intégrité du territoire ou à la permanence des institutions de la République ou de nature à justifier la mise en œuvre des engagements internationaux de l'État en matière de défense, donc là, ça peut pas être l'accord bilatéral avec l'Ukraine, par exemple, la réquisition de toute personne physique ou morale et de tous les biens et les services nécessaires pour y parer peut être décidée par décret en Conseil des ministres. Voilà. Alors, décret prési-royal, je précise, avec, je pense, et je parle sous ton contrôle,
avec 500 000 € d'amende si je refuse d'endosser le treillis ou de mettre mon usine à disposition de l'Élysée. Et si jamais je suis vraiment un méchant complotiste, je risque même, je crois, 5 ans de prison. Non, oui, c'est ça, oui, c'est les geôles, bien sûr. C'est juste énorme. C'est dingue, et c'est passé tranquillement. C'est passé, j'imagine, à 1h27 du matin, devant un hémicycle vide. Alors, je te disais, je situais ça en juillet, parce que ça a dû être discuté. Non, 1er août. Voilà, mais ça a dû être discuté un petit peu en amont. Oui. Ouais. Et la presse n'en a absolument pas parlé à l'époque. Alors que c'est juste, mais c'est tellement énorme. Et donc, ça illustre effectivement l'adage, plus c'est gros, plus ça passe. Ouais, alors on en parle quand même beaucoup. Moi, j'essaie de faire monter quand même ce sujet parce que c'est un sujet important qui montre le déficit démocratique et le danger que représente aujourd'hui la voie guerrière que prend Emmanuel Macron, puisque la réalité, c'est quand même ce décret, au-delà des annonces qui ont été critiquées par l'ensemble des partenaires de la France. Qu'est-ce que tu en as pensé, toi, de ce moment où Emmanuel Macron parle de oui, il envoie des troupes, on peut y penser, et puis le lendemain, tout le monde dit non, c'est pas du tout ce qu'on a dit. Ça, c'est un des grands moments de l'histoire. Comment je pourrais appeler ça, c'est vrai que c'est difficile à qualifier de se ridiculer, de se ridiculiser. Allez, je prends une image. Voilà, rappelez-vous de Macron à l'Élysée avec sa petite pendule de table. Oui. Tout le monde avait un verre d'eau. Lui, il avait une petite pendule de table. C'était le seul. Le maître des horloges. Le maître des horloges. Donc, si j'ose dire, c'est incroyable et c'est du jamais vu de se faire remettre les pendules à l'heure et le lendemain par l'ensemble des chefs d'État ou de chefs de gouvernement européens, et y compris Jens Stoltenberg, qui a pourtant fait des tas de déclarations qui étaient un petit peu inquiétantes sur jusqu'où on était prêt à aller avec ou contre la Russie. Et même lui, il a dit, mais non, mais ça, il n'y aura jamais de troupes de l'OTAN. Scholz a dit il n'y aura jamais un soldat de la Bundeswehr, et en plus on ne va pas non plus envoyer des missiles d'une portée de plus de 300 km et on ne va pas filer ça à Zelensky, parce que s'il fait un mauvais trip, on ne sait jamais ce qu'il pourrait en faire. Ça, et puis le désaveu aussi, clairement, la ligne française et la ligne allemande n'est pas du tout la même. Olaf Scholz a bien expliqué. De quelle ligne tu parles là? Non, pas celle. Non, on va pas reparler de la bête de l'événement, là. C'est pas possible. Alors, la ligne guerrière, évidemment, puisque Scholz a dit qu'il n'y aura pas de troupes, que le Bundestag a voté contre l'envoi des missiles Taurus, au grand désespoir de Raphaël Glucksmann et de tous ceux qui voudraient que la guerre escalade. Mais il y a quand même des déclarations qui posent question. L'idée de dire on ira jusqu'au bout potentiellement, on peut aller jusqu'au bout, notre soutien est illimité pour que la Russie perde. Sébastien Lecornu hier sur LCI. Ouais, c'est ça, un soutien potentiellement illimité à l'Ukraine, avec le but n'est pas de faire gagner l'Ukraine, mais de faire perdre la Russie. C'est plus faire gagner l'Ukraine, on est sur la Russie ne doit pas gagner. Mais ça veut dire quoi, la Russie ne doit pas gagner? Mais tu me poses une colle là. Mais non, mais parce que qu'est-ce que ça veut dire? Je veux dire, stratégiquement, militairement, économiquement. Mais je ne sais pas. Enfin, aujourd'hui, donc, la Russie. Alors, je reprends une terminologie qui me vaudra peut-être une volée de bois vert. Enfin, dire qu'elle sécurise quand même des citoyens russophones depuis la frontière nord. Jusque maintenant, donc la mer d'Azov, aujourd'hui, elle est totalement aux mains de Poutine. La Crimée et l'accès à la Crimée et jusqu'aux rives sud du Dniepr, c'est maîtrisé. En fait, les Ukrainiens n'ont plus qu'Odessa aujourd'hui, comme port d'exportation des céréales. Et bon. Si jamais on disait on arrête là, ou que Poutine rende 1 ou 2 ports pour qu'il n'y ait pas que Odessa, qu'est-ce qu'on dirait? On a remporté une victoire sur Poutine, il a reculé.
voulait s'emparer de la totalité de la frange côtière et priver l'Ukraine d'accès à la mer. On a réussi à faire reculer Poutine sur ce sujet et on a gagné. Je ne sais pas ce que ça peut vouloir dire aujourd'hui. La Russie ne peut pas gagner. C'est quoi alors elle retire ses troupes du Donbass et elle rend la Crimée, qui est à 90% russophone, à l'autorité de Kiev. Enfin, c'est tellement, inenvisageable que ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Et le dire la Russie ne peut pas gagner, c'est juste du verbiage. Ouais. Hein, c'est comme notre ministre étranger aux affaires, hein, qui passe ses journées à lire l'affiche de l'Élysée, qui dit que la France peut aller très loin et que pour l'instant, on ne peut pas être considéré comme co-belligérant. Mais non, il y a une ligne. Attends, c'est quoi? C'est un seuil de belligérance qui ne doit pas être franchi, je crois, c'est ça. Voilà. Mais qui en décide? C'est notre adversaire qui en décide, c'est pas nous. Ouais, oui, donc, si la Russie et si le Kremlin voulaient appliquer à la lettre la doctrine russe, qui est d'ailleurs exactement la même que celle des États-Unis. Hein. Imaginez les États-Unis qui apprendraient que la Russie a installé 12 bases le long de la frontière du Mexique, 12 bases au nord le long de la frontière canadienne, et que Terre-Neuve est également une base de lancement de missiles. Comment les États-Unis auraient réagi face à ce genre d'encerclement? On a vu, il suffisait d'une base de missiles à Cuba, hein, et c'était un branle-bas de combat général et quasiment une guerre thermonucléaire. Donc, c'est juste ça. Là, on parle d'un Cuba, tous les mètres carrés, enfin tous les pays avec des bases militaires américaines, quasiment l'Allemagne à Ramstein, hébergeant d'ailleurs le plus gros contingent de GI dans le monde. Donc c'est juste... J'ai visité Ramstein. C'est incroyable, Ramstein. C'est impressionnant. Et ça aussi. Comment c'est jamais évoqué le fait que cette base américaine au cœur de l'Europe, en Allemagne, soit encore là, avec c'est une ville, hein, c'est une base stratégique. C'est presque un département totalement autosuffisant. Oui. Et qui permet aux États-Unis de lancer les opérations pour l'Afghanistan, pour la Libye, pour tout ce qui est autour. Oui, hein, Ramstein, en plus de ça, ils sont stockés des munitions nucléaires. Voilà, tout va très bien. Ça, c'est bon, on n'en parlera pas non plus, je pense, sur les plateaux des médias où l'on cause de l'ingérence russe, mais c'est important de le comprendre et d'en parler. Pour revenir sur la question économique, le problème de l'inflation. Est-ce qu'on va en voir la fin cette année ? Chaque mois, Bruno Le Maire nous promet que c'est fini, qu'on a passé le pic. Alors, on parle de ralentissement de la hausse. Est-ce que cette année, l'inflation va vraiment disparaître des écrans radars, revenir à 2%, puisque c'est à peu près ça, l'inflation, quand on est à la Banque de France? Oui, alors effectivement, dans ralentissement de l'inflation, les médias ne vous parleront que du ralentissement. Et évidemment, l'inflation, celle que chacun d'entre nous vit au quotidien, cette inflation-là va continuer de progresser pour plein de raisons qui sont tellement évidentes. Mais je vais en citer 2 ou 3, c'est juste pour rafraîchir la mémoire. Bon, d'abord, la transition énergétique fait que le kilowatt va doubler, grosso modo. Hein, et plus on met d'éolien et de photovoltaïque, plus il faut remettre d'ailleurs du renouvelable derrière. Enfin, pas il faut du pilotable derrière. Donc, vous augmentez de X terawatts, puisqu'on parle de terawatts maintenant, hein, parce qu'on a des projets de milliers d'éoliennes, il va falloir mettre aussi derrière des terawatts pilotables. Donc, soit de nouvelles centrales nucléaires, soit du gaz, soit comme en Allemagne, du charbon. Mais de toute façon, le mix énergétique va nous coûter beaucoup plus cher. Donc, on ne reviendra jamais à une situation de type 2019 où EDF sortait un mix à peut-être 50 centimes du kilowatt. Là, on veut nous obliger. Là aussi, c'est l'Europe qui dit il faudrait qu'il y ait 40% de renouvelables dans votre mix. Et on a 75% de décarbonés, ou même plus de 80% avec l'hydroélectricité. Ah bah tiens, l'hydroélectricité, il faut que vous revendiez vos barrages.
Non, mais c'est un truc de fou. Donc voilà, l'énergie va coûter plus cher et encore plus cher. Et ça, forcément, on peut pas, c'est incontournable. Une économie, c'est de l'énergie plus du capital. Donc, l'énergie coûtera plus cher indéfiniment. Les véhicules dans lesquels on se déplace, électriques, ils coûtent plus cher. La construction coûte plus cher, donc forcément, ça va se retrouver au niveau du prix d'achat. Alors non pas d'une maison, parce que vous avez compris que l'Élysée, on habite des logements individuels. Ouais. Donc un appartement, de toute façon, les matériaux, ils ont pris 25 à 30% en 2 ans. Donc forcément, le coût du bâtiment va être plus cher. Les loyers sont plus chers. Les salaires ont quand même augmenté. Ça va se retrouver également dans le prix des biens et services. Donc, on vient de connaître là ce qu'on appelle une réduction par effet de base, et qui était très favorable. Et cet effet de base est terminé. Vous voyez, puisqu'on ça se calcule d'un an sur l'autre, l'effet de base positif est terminé. Donc, on ne va jamais revoir les 2%. Donc, la vraie discussion qui commence aujourd'hui à être débattue, on le voit dans les colonnes de la presse anglo-saxonne, et même on l'entend sur BFM Business, c'est on ne peut pas s'accrocher à l'objectif des 2% d'inflation. C'est complètement illusoire. On ne va jamais les revoir. Donc, qu'est-ce qui est raisonnable aujourd'hui? C'est 2,5, c'est 3. Pourquoi pas se fixer comme objectif 3% d'inflation? Ce qui signifie qu'en fait, avec 3% d'inflation, on élimine totalement la dette tous les 24 ans. Avec 6% d'inflation, on a totalement éliminé la dette au bout de 12 ans. Voilà. Alors 6% d'inflation, c'est insupportable. On sait qu'une fois qu'on a passé le seuil des 3 ou des 4, après, ça part en hyperinflation. Donc, ce n'est pas ce que l'on veut. Mais globalement, s'accommoder d'un peu d'inflation, c'est pas mal. Déjà, 3%, je dis, la dette tous les 24 ans, elle a disparu. Vous voyez, l'euro, il est né en janvier 99. Aujourd'hui, toute la dette contractée à l'époque, elle aurait déjà été gommée de façon totalement indolore par l'inflation. Donc, je m'attends à ce qu'un jour ou l'autre, on se dise finalement 3% d'inflation, c'est pas si mal. Mais c'est déjà le cas. Le retour à 2 est illusoire. Oui, c'est ça. Donc, on va passer à 3 ou 4. Qu'est-ce qu'il faut penser aussi de la récession en Allemagne? Parce que là, on voit que les sanctions ont très bien fonctionné contre l'économie allemande, visiblement. Oui, ça, c'est une grande réussite. Et puis, aujourd'hui, puisque maintenant, on n'est plus qu'à 7 mois des élections américaines, on voit qu'il y a un vrai effort marketing pour attirer les entreprises allemandes aux États-Unis de façon à pouvoir dire regardez un petit peu comment les États-Unis se réindustrialisent. Et grâce aux Allemands. Bien sûr. C'est incroyable. Non, mais là, il est évident que les usines BMW, Mercedes vont bientôt davantage produire sur le sol américain que sur le sol allemand. Comment peut-il en être autrement? Est-ce que il faut être aveugle pour ne pas voir le projet, en fait, de démonétisation, de désindustrialisation accélérée du continent européen, Union européenne, pour cette mise sous tutelle américaine? Comment ça se fait qu'il y a très peu de gens qui en parlent? Les gens, c'est les médias. Les médias, on a déjà décrit ce qu'ils sont, qui ils sont, et dans l'intérêt de qui ils travaillent. Il suffit de regarder la fréquence de passage à la télévision de gens comme Robert Ménard, Caroline Fourest, Raphaël Glucksmann. Ce sont des gens qui doivent représenter 1 à 2% des intentions de vote. Monsieur Glucksmann atteindra les 3%, mais avec son profil, je pense qu'il ne va pas convaincre grand monde à gauche quand même. Parce que il ne faut pas oublier que quand même, le socialisme, c'est la paix. C'est vrai, mais oui, pauvre Jaurès. Donc, quand vous voyez monsieur Ménard, Fourest, etc., qui ne pèsent quasiment rien et qui ont 12 à 14 passages par semaine dans les médias,
Je crois que M. Ménard, c'est la personne la plus invitée 56 passages en quelques semaines. Ouais. Il a son rond de serviette partout. C'est incroyable. Bon, et qu'est-ce que fait M. Ménard, comme je le disais tout à l'heure à propos de notre ministre étranger aux Affaires, il lit les fiches de l'Élysée ou de la CIA. Bon, donc il est surmédiatisé. Et je ne sais pas si les gens s'en rendent compte. Donc, quand on parle de l'influence russe, évidemment, et qu'on voit que tous les gens qui passent à la télé et qui viennent marteler un message qui n'est autre que celui qu'on peut lire, et que tout le monde peut lire, hein, et juste la curiosité de le faire, la CIA émet des synthèses, des notes de synthèse, alors qu'ils sont vraiment destinés au grand public. Hein. Oui. C'est pas des trucs qui circulent en interne, secret défense, for your eyes. Ah non, c'est public, oui. Voilà, c'est totalement public. Et donc, vous avez l'analyse de la CIA, l'analyse géopolitique. Et là-dedans, vous avez des observations, des petits bouts de phrases. Et ces petits bouts de phrases, ils sont donc dans ces rapports que tout le monde peut lire, et ensuite, ces petits bouts de phrases deviennent des éléments de langage dans la bouche de M. Glucksmann, dans la bouche de M. BHL, etc. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que les gens ne font pas le lien. Non. Alors que si vous aviez deux ou trois punchlines de M. Poutine ou de M. Lavrov ou Medvedev dans la bouche de je ne sais pas quel responsable politique ou journaliste, on dirait « Ah, regardez, c'est le perroquet de Moscou !» Donc, on peut décliner la totalité des éléments de langage et du décodage et la lecture de la CIA. Donc ça, vous venez le faire à la télé, il n'y a aucun problème. Et si jamais vous avez le malheur de citer une référence historique qui a été évoquée par Poutine, vous êtes donc effectivement l'idiot utile de Moscou, etc. Ah oui, alors c'est une vérité historique. Vous vous rappelez certaines choses, la Pologne... pendant longtemps, la base de Rammstein, enfin, voilà. tout ce qui est de l'ordre du partage de l'Europe après-guerre. Ouais. Vous rappelez une réalité historique. Si ce même fait a été évoqué par Moscou, vous êtes un agent de Moscou. Par contre, vous répétez toute la journée les éléments de langage de la CIA, vous êtes quelqu'un qui a informé les Français. C'est assez terrible de voir qu'on rentre dans ce moment-là où propagande et censure remplacent l'information et où il faut se battre pour chercher cette information. Je sais que c'est difficile, hein, ça demande pas mal de temps, ça demande de l'énergie aussi. Tout le monde ne l'a pas forcément et donc c'est plus facile de dire on allume la télé et puis on se dit informé, mais c'est de la malinformation comme il y a de la malbouffe pour ce qui est de la nourriture. C'est pas de la désinformation, mais c'est de la malinformation. On est informé de manière à devenir obèse du cerveau, on peut dire. Ouais, alors par contre, vous faites des sacrées cures d'austérité quand vous regardez ce que nous pondent les debunkers. Ah non, là... non, on va pas parler des debunkers. Très bon article de Blast d'ailleurs qui parle de la sphère Conspiracy Watch et des néoconservateurs et de comment en fait c'est une officine politique en réalité et pas du tout une officine de débunkage à lire sur Blast et voilà. Enfin vous connaissez tous l'affaire du fonds Marianne évidemment et de Conspiracy Watch et de Rudi Reichstadt et des autres. Merci beaucoup Philippe. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose pour conclure notre entretien? Non, à moins que tu aies peut-être une dernière question liée à ce que je vois défiler là parmi les commentaires. Oui, c'est ça, je regarde aussi. Je regarde s'il y a des questions. Tu choses combien Rangers? Non. Alors, il y a le G7. Ah, Bruno Le Maire accusé de faux en écriture dans l'affaire des concessions des autoroutes. Oui. C'est sympa ça, non? En effet. Alors ça... Bon, je suis pas inquiet parce qu'il y a quand même Dupont Maserati qui veille au grain et évidemment il y aura non-lieu où il expliquera que il a signé un truc mais c'était de bonne foi. Oui, comme d'habitude. C'était un vrai faux ou un faux plus vrai que le vrai. Enfin, on pouvait pas savoir non plus. Enfin, voilà. C'est pas. Non, mais par contre, est-ce que derrière, il y a un petit message quand même que Bruno Le Maire, il est un peu carbonisé je ne sais pas. Pour 2027 pour dire, n'y pense même pas? Tu penses que ça joue plus dans des officines pour expliquer qu'il est inutile, qu'il empiète sur la voie royale d'Édouard Philippe?
Édouard Philippe, je ne sais pas qui peut croire que celui qui a validé l'éborgnement des Gilets jaunes et l'écrémage des occupants des EHPAD au Rivotril, je ne sais pas comment ce type-là pourrait seulement imaginer de se présenter devant le suffrage des Français. Mais si les Français l'élisent, là, je dis que vraiment, ils n'auront que ce qu'ils méritent. Donc, par contre, pour Bruno Le Maire, effectivement, c'est un petit peu étrange. Mais je me pose la question, on va peut-être terminer là-dessus, parce que là, je vois qu'il est 11h20 quasiment. Après les européennes qui risquent d'être une grosse déculottée, est-ce que Macron va pouvoir faire comme s'il ne s'était rien passé, comme s'il ne pesait plus grand-chose sur l'échiquier politique européen? Parce que Ursula von der Leyen veut être reconduite. Elle dit « je veux être réélue ». Non, elle n'est pas élue. Elle n'est pas élue. Elle est validée par le Parlement européen. C'est-à-dire que sa candidature, une fois qu'on propose un président de la Commission européenne, c'est le Parlement qui valide ce choix qui vient du Conseil européen. Donc exactement. Si jamais les élections européennes de juin mettent une majorité qui ne sera pas celle de la CDU, du parti d'Ursula von der Leyen, ce parti de centre-droit, où gravite aussi le parti d'Emmanuel Macron et autres, là, ça peut se compliquer pour elle. Voilà. Si ce n'est pas le cas, malheureusement, on peut repartir pour 5 ans de ravage avec Ursula von der Leyen à la tête de l'Union européenne. Son maintien à son poste résultera du rapport de force politique et du poids en termes de députés de chaque formation européenne. Alors après ça, derrière, on ne va pas se lancer dans le débat, mais pour rallier les 2 ou 3 votants qui manqueraient au centre droit, au centre extrême droit et tout ce qu'on veut, on sait que là, il peut y avoir des choses vraiment pas très jolies pour rallier des gens, pour obtenir que Ursula ait effectivement une majorité, alors que l'immense majorité des Européens voudrait qu'elle dégage. Et voilà, on sait là aussi que le Parlement européen ne représente que les intérêts des lobbies et pas des peuples qui ont élu ces gens. Ouais. C'est à peu près ça. On va continuer bien sûr de parler de tout ça ici au Monde Moderne, donc n'hésitez pas à nous suivre. Et puis Philippe Béchat reviendra évidemment pour parler de tous ces sujets, si tu veux revenir, mais tu es le bienvenu à notre micro évidemment pour traiter de tous ces sujets qui sont mal traités encore une fois malheureusement dans beaucoup d'autres médias et qui pourtant permettent de comprendre les forces en présence et parfois certaines décisions qui pourraient sembler irrationnelles de nos dirigeants. Voilà. Merci beaucoup Philippe. Bonne journée. Pareil, à bientôt. Et voilà, on remercie Philippe Béchat d'avoir été notre invité aujourd'hui pour parler de cette situation économique et plus large.